Comment se faire un max d'argent avec les investissements locatifs? C'est le sujet de ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios, une initiative de Top Agent en collaboration avec Eloya et PNV. Et évidemment, pour ce nouvel épisode, on retrouve encore une belle bande d'experts. On va retrouver forcément, on parle d'argent. On retrouve Evelyne Gielen qui est avec nous. Goeiedag. Evelyne, comment tu te sens là? On parle d'argent. Alors là, super bien. Montre-moi, ça tremble un peu. Calme-toi, Evelyne. On reçoit aussi Ken Van Petegem, directeur de Winvest Brussels. Hello. Comment ça va, Ken? Bien, mais bien. Toujours bien looké. C'était un peu le beau gosse de, On m'a de dit, cette émission. enlève ton pape, mets-toi bien. Il est détendu, il va se lâcher. Et alors, une invitée, c'est sa première aujourd'hui. C'est Louise qui est avec nous. Bonjour, Louise. Bonjour. Si vous voulez savoir ce que font nos experts, il suffit d'aller en commentaire de cette vidéo. Vous verrez toutes leurs fonctions, les liens directs vers leurs réseaux sociaux. Donc allez-y, ici on n'a pas de temps à perdre, on rentre directement dans le vif du sujet. On parle d'argent, on parle d'investissement locatif. Evelyne, ça te parle? À fond. Il n'y a pas 36 manières de développer son patrimoine et même, osons le dire, de devenir riche. Il faut investir en immobilier. Et il faut le faire, je pense, le plus tôt possible pour être libéré de ses loyers, de son crédit immobilier le plus rapidement possible. Et on invite évidemment à aller voir les anciens épisodes qu'on a partagés sur l'accès à la propriété pour les jeunes. Ouais. Et les moins jeunes, on partage déjà énormément de bons plans. Et à chaque fois, c'est ce message-là qu'on a envie de faire passer aussi, c'est que c'est possible et qu'il faut tenter l'aventure. Là, clairement, on parle aux personnes qui veulent acheter pour louer et se faire de l'argent. Alors, quels sont finalement, dans un premier temps, les biens sur lesquels il faudrait peut-être se focaliser directement quand on fait un premier investissement pour le louer? Si tu es sur Bruxelles, il ne faut pas rêver, tu ne vas pas avoir de rendement directement. Là où c'est intéressant, c'est le jour où tu revends, où tu fais une plus-value. Ouais. Moi, c'est toujours la même recommandation. Achetez petit, achetez des studios. Si vous êtes jeune ou même moins jeune, il vaut mieux diviser le risque. Il vaut mieux 2 studios qu'un appartement de chambre. Acheter petit, Louise? Oui, moi j'ai envie de dire qu'il faut aussi acheter dans la zone qu'on peut se permettre financièrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent à Bruxelles, mais qui n'ont pas les moyens d'investir à Bruxelles. Et donc, si on n'a pas les moyens d'investir à Bruxelles, il faut se tourner vers la Wallonie, où il y a des prix beaucoup plus intéressants et où on peut acheter des biens qui s'autofinancent en location classique ou dans d'autres stratégies d'investissement. L'importance de la localisation, effectivement. Oui, mais le problème, c'est que moi, je vois beaucoup de Bruxellois qui vont à Mons, très belle région, mais ils n'y connaissent rien, ils surpayent les biens et ils ne connaissent pas la région. Moi, j'ai quand même tendance à dire, achetez là où vous connaissez parce que le risque est moindre et quand même en immobilier, le risque est élevé. Oui, Okay. Alors moi, j'ai envie de rajouter, c'est qu'effectivement, avant de partir dans une autre région, c'est qu'il faut analyser le marché. Et donc, si on prend, par exemple, il y a des statistiques sur Iboe pour voir un petit peu quels sont les prix des biens, etc. Et donc, il faut analyser le marché, voir un petit peu, comparer et aussi prendre le temps d'aller visiter, prendre le temps peut-être 2 ou 3 mois avant de faire une première offre sur un bien, parce qu'effectivement, on a beaucoup de gens qui arrivent sur Bruxelles, qui arrivent à Mons et qui surpayent les biens, et c'est une catastrophe à terme. Acheter, donc, ça ne s'improvise pas, clairement, non. Et donc il faut se préparer et s'informer. Justement, en parlant de se préparer et s'informer, à quoi faut-il faire attention, finalement, quand on décide d'investir pour louer, Ken? Les quelques critères, peut-être les points d'attention. Je faisais oui, c'est ça. C'est pour ça que je reviens vers toi. Non, là où je te rejoins, c'est que le quand million, on commence... le million. Ken réfléchit à chaque fois avant de te lancer. Là où je te rejoins, quand tu commences ces petites unités, c'est sympa parce qu'on entend souvent dire ouais, moi je veux un immeuble de rapport où il n'y a pas trop de charges et tout, mais en réalité, si tu dois refaire ta toiture, aujourd'hui une toiture c'est 30, 40, 50 000 euros, ça dépend de la taille, mais si vous êtes 3 propriétaires, ça fait mal directement. Donc moi je propose des petites unités dans des grosses copropriétés parce que ta quotité de présence est très faible. Donc même s'il y a 2 millions de travaux et que tu es présent pour 1%, ça ne te coûte rien du tout. Donc des petites unités dans des grosses copros sur Bruxelles, en tout cas moi je ne parle que de Bruxelles, ça me paraît très intéressant. Là où je te rejoins aussi, c'est d'acheter là où tu connais. Parce que dans l'immobilier, d'une rue à l'autre, les prix peuvent doubler sur Bruxelles. Et c'est très important de savoir où tu investis et dans quelle rue tu investis. Et autre chose, c'est de prendre le temps de visiter l'immeuble. Tu connais mon passé dans un de mes investissements. J'ai acheté sur un coup de tête juste en regardant le rendement et je n'ai pas analysé la situation du bâtiment. En réalité, il faut voir comment sont gérés les communs, comment se passe la copropriété, est-ce que le syndic répond, est-ce qu'il y a des travaux à prévoir. Tout ça s'analyse dans le détail avant de faire l'investissement.
Et dans l'épisode qu'on a fait avec David Leister, notamment sur Bruxelles, Fouiller ou Investir, il évoquait aussi, il donnait un bon plan. Il disait qu'il fallait aussi s'intéresser aux aménagements qui étaient prévus dans le quartier, dans la rue, et bon plan d'aller toquer à la porte peut-être de l'urbanisme ou de l'échevin qui est actif pour lui poser des questions sur ce qui va se passer plus tard. Parce que c'est ça aussi la situation de l'immeuble. C'est pas uniquement l'immeuble en lui-même, c'est aussi tout ce qu'il y a autour, puisque le but c'est de marger. Et donc pour marger, il faut aussi s'assurer qu'on va pouvoir mettre un bon loyer, Evelyne. Oui, moi j'avais envie de rebondir sur le syndic. Rebondir. Le côté enquêteur. Je sais que tu adores le syndic. Oui, mais je trouve que ça vaut la peine de passer un petit coup de téléphone, de s'enquérir du syndic, comme tu le disais, de passer un petit coup de téléphone au syndic pour voir s'il est réactif, à qui on a affaire, puisque finalement c'est lui qui va gérer l'immeuble et qui va arriver à convaincre ou non en assemblée générale les propriétaires de faire les travaux, d'investir, et donc de donner de la valeur plus tard à ton immeuble. Donc à ne pas sous-estimer, oui la rue, mais le bâtiment d'abord quand même. La situation de l'immeuble, est-ce qu'il y a d'autres critères importants Oui, c'est vrai que les gens entendaient, c'est vrai que les studios à Bruxelles, effectivement, ça peut être une bonne idée, mais le problème, c'est que en général, toute la rentabilité du bien part dans les charges. Et donc, moi, je suis un petit peu anti-appartement, anti-studio, ou alors il faut aller dans des toutes petites copros. Et de nouveau, quand on a la possibilité d'investir en Wallonie, on peut se permettre d'acheter pour le même prix une petite maison de rangée, en fait, une petite maison de rangée de chambre pour 150 000, 130 000, des choses comme ça. Donc, en Wallonie, ça se fait régulièrement pour la même rentabilité, finalement, qu'un studio à Bruxelles. Alors, on n'aura peut-être pas le même impact de plus-value à la revente, mais mine de rien, il y a beaucoup moins de charges, et donc la rentabilité, elle est directement in the pocket. Oui, et c'est ça, la plus-value, c'est ça la clé. On regarde toujours le rendement, et non, la plus-value, elle est pharaonique sur Bruxelles. En 10 ans, tu doubles. En 10 ans, tu doubles, c'est énorme. Hein. Okay, là, on va se battre. Là, on parle de l'achat et puis de la revente. On ne parle pas de l'achat oui, et de la location. Oui, mais quand tu investis, tu peux regarder le rendement, mais ça, c'est une vision à court terme. Il faut avoir une vision à long terme. Le meilleur investissement, c'est là où tu vas gagner au total. Okay. Et le gain le plus important en immobilier, il est sur la plus-value. Ouais. Attention que il n'y a pas de charge effectivement dans une maison, mais tu es obligé de les mettre de côté parce que tes châssis s'abîment, ta toiture perce, la chaudière tombe en panne, c'est toi tout seul qui dois la payer. Donc tu dois mettre tes 250 € de côté par mois pour assurer au cas où un jour tu dois faire des travaux. Dans une copropriété, on t'oblige à le faire, mais en réalité tu ne t'occupes de rien et c'est le syndic qui s'occupe de tout pour toi. Moi en réalité je ne vais jamais aux assemblées générales parce que comme je suis dans une toute grosse copro, il y a toujours dans la copropriété un gars qui veut repeindre les communs, qui fait les comptes et tout, je lui donne ma voix, il peut gérer et je m'en occupe pas et je paye cette tranquillité d'esprit. En réalité, je m'occupe pas de la gestion de la copro. Dans une petite unité, c'est toi la copro, tu dois le faire. Argument contre argument, j'aime beaucoup ce qui se passe dans cette émission. Mais par contre, je te rejoins, Louis. Si moi j'habitais Mons, ce que je ferais, c'est que j'achèterais des maisons de rang ouvrières, 2 façades, les petites maisons. Oui, là, dans ta région, c'est exactement le type d'investissement qu'il faut faire. Je pense que ce qui est intéressant, c'est acheter des maisons qu'il va falloir rénover. Parce qu'effectivement, on va être embêté avec la gestion des travaux pendant peut-être 3 à 6 mois, si tout se passe bien. Hein. Et puis alors après, on est tranquille en général pendant 10 ans. Si on tombe sur les bons locataires, si on choisit les bons locataires, on est tranquille pendant 10 ans. Et alors après, on a la possibilité de revendre 10 ans après, d'empocher la plus-value qui, du coup, à terme, est beaucoup plus grande quand on a fait des travaux, juste avant que le bien commence à trop vieillir et à apporter des problèmes. On le rappelle, s'il y a des choses qui sont encore trop techniques pour vous, malheureusement, on n'a pas le temps d'aller dans les détails, donc vous n'hésitez pas à mettre une question en commentaire, une demande de précision. L'équipe du Rendez-vous des Proprios prendra le temps de vous répondre. Et puis, s'il y a un moment intéressant pour vous, vous capturez le moment, et puis vous allez chez votre banquier, vous allez chez votre expert, vous lui montrez, et il prendra le temps de vous expliquer. Quand il y a de l'argent derrière à gagner, tout le monde prend le temps, je vous le dis. Bon, on continue 2 secondes sur les types de biens, parce que là, on parle d'appartements, de studios. Essayons d'être un peu créatifs, peut-être avec votre expérience. Il y a des types de biens immobiliers un peu originaux où là, le rendement est plus élevé. Moi, je vois beaucoup de potes à moi qui investissent maintenant dans des bulles et ils louent ça en Airbnb. C'est des petites bulles qu'ils mettent dans des endroits un peu insolites. Ils achètent ça. Alors, on est d'accord, on n'est pas sur un studio, un appartement, mais visiblement, le rendement serait intéressant. Un appartement à la mer, par exemple. Aujourd'hui, est-ce que c'est judicieux encore, selon vous, d'aller acheter un appartement à la mer et puis de le louer? Est-ce qu'il y a des types de biens ou des endroits où on peut se dire que là, le rendement va péter quoi qu'il arrive? Tu as des types de biens tels que les meublés, les meublés sont plus rentables, mais c'est compliqué, on ne va pas l'aborder aujourd'hui. Puis fiscalement, c'est différent. La colocation, c'est super rentable. Airbnb, ça l'est. Par contre, Airbnb, les réglementations, bonjour. Moi, j'irais au plus simple. Si c'est ton premier investissement, va là où tu connais, achète un bien de résidence principale classique, parce que autrement, tu ne sais pas où tu mets les pieds. Une péniche. Dédicace à notre ami de l'équipe, Nayani, qu'on retrouvera bientôt dans un prochain épisode, qui a acheté un bateau, justement. Lui est déjà multipropriétaire et donc dans l'idée, de temps en temps, tu peux prendre des risques supplémentaires. Mais là où je te rejoins, c'est clairement quand tu commences, fais quelque chose de safe, simple, safe. Ouais, et petit à petit, ton patrimoine augmente. Et là, tu te dis, tu sais quoi,
je vais tester parce que si ça marche, c'est jackpot. Si ça marche pas, en réalité, tu as tellement de matelas de sécurité que tu es tranquille. Ok, alors restons sur des biens classiques, mais je veux quand même qu'on s'intéresse alors aux meublés non meublés, parce que ça, c'est des artifices peut-être qui peuvent permettre de peut-être louer plus cher. Bon plan ou pas le meublé, l'appartement meublé? Alors, ça peut être un bon plan parce que, allez, au niveau du meublé, c'est clair qu'on va louer plus cher. Attention, parce que du coup, il y a des taxes en plus qui se rajoutent au niveau de la fiscalité, il faut le savoir. Et alors, en général, on s'adresse à un public qui ne reste pas longtemps. Donc, en général, quelque chose, par exemple, moi, j'ai un petit appartement que je loue en meublé, et donc, forcément, on attire un public qui va rester 6 mois, 9 mois, 1 an, mais pas plus. Et donc, c'est plus de gestion locative. Par contre, on peut pricer un petit peu plus haut au niveau du loyer, donc il y a un intérêt. Par contre, attention, les meubles, ça s'abîme, et donc il y a aussi des frais à prévoir à un moment donné. Sinon, à mi-chemin entre les deux au niveau du haut rendement, c'est-à-dire qu'au lieu de parler de Airbnb, de péniche ou des choses comme ça, on peut partir sur de la colocation. Donc la colocation, c'est un petit peu entre le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que la location classique, aujourd'hui, on peut faire des biens qui s'autofinancent. Si aujourd'hui, on veut aller chercher un petit peu de cash flow positif, à mi-chemin entre les deux, il y a la colocation. Attention, les réglementations sont différentes à Bruxelles et en Wallonie. Retenez vraiment le concept de colocation. On fera un épisode là-dessus parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais effectivement, la colocation, c'est aussi donc un moyen d'augmenter le rendement. Ken, un petit mot sur le meublé. Tu as une expérience par rapport à ça ou pas du tout? Ou tu veux que je passe à autre chose? Moi, je ne l'ai pas fait parce qu'effectivement, c'est taxé. Et si tes meubles s'abîment, tu vois, tu mets une location avec des meubles, avec un frigo, par exemple, qui n'est pas encastré. S'il s'abîme, tu dois le changer. Donc, c'est plus rentable, mais c'est plus risqué. C'est comme dans tout. Plus tu prends du risque, plus c'est rentable, mais ça demande plus de travail. Ouais. Et alors moi, l'investissement par contre qu'il ne faut pas faire, ce sont les garages. Parce que souvent dans les médias, tu lis qu'il faut investir dans les garages. Surtout pas. Aujourd'hui, on a d'énormes difficultés à revendre les garages. Voilà, c'était juste l'investissement à ne pas faire. Ok, non, mais pas mal aussi de parler des choses à ne pas faire. On parle souvent des choses à faire, mais... Après, ça peut être super tranquille au niveau du garage. De nouveau, ça dépend un petit peu où est-ce qu'on investit au niveau des garages. Il y a des lots de garages qu'on peut acheter de nouveau en Wallonie. Hein. Je suis désolée, moi. Non, mais c'est bien, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Bruxelles. Mais c'est bien que tu sois là, Louise. Merci. Donc voilà, je tire la couverture vers la Wallonie, mais c'est vrai que je pense que les lots de garage ont eu leur heure de gloire, mais aujourd'hui, vu le prix auquel ils sont vendus, finalement, ça devient plus intéressant aujourd'hui d'acheter une petite maison en location classique plutôt qu'un lot de garage où il y a des portes de garage qu'il va falloir remplacer. Il y a des gens qui vont stocker, qui vont pas venir chercher leurs meubles après. Il va y avoir pas mal de choses à gérer. Et en plus de ça, on ne le sait pas, mais au niveau des garages, si on veut mettre plusieurs garages en location, il y a une fiscalité un petit peu particulière dont la plupart des gens ne savent pas qu'elle existe. Et donc, il y a... je veux dire, je m'en mêle les pinceaux, là, je suis désolée. Non, pas très compliqué. Non, mais... Je suis partie dans une explication, je suis pas sûre de tenir le truc. Mais tu sais quoi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un épisode sur les investissements dans les garages aussi. Il y a beaucoup de choses à dire, visiblement là-dessus. Alors, je vais rebondir de nouveau sur la gestion locative. Là, on a parlé des types de biens, etc., des critères auxquels il faut faire attention. Et j'invite aussi les experts qui nous écoutent, et ils sont de plus en plus nombreux sur nos réseaux sociaux et sur Instagram notamment. Si vous voulez aussi apporter votre petite pierre à l'édifice de cette émission, n'hésitez pas à donner vos propres conseils à vous aussi en commentaire et à faire profiter toute la communauté. C'est avant tout ça l'aventure du rendez-vous des proprios. C'est d'abord une communauté et on essaie de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de Belges qui vivent cette belle aventure qui est celle de devenir propriétaire. Mais parlons maintenant de la gestion locative. Ça, clairement, on pense qu'il suffit d'acheter et puis de louer et puis c'est la belle vie, on prend notre argent tous les mois. Il faut qu'on parle de la gestion locative. Qu'est-ce qu'on peut dire et mettre en évidence par rapport à ça, alors, Evelyne? Gérer les locataires, c'est l'enfer. Vraiment, désolé, hein. Messieurs, mesdames les locataires. Non, vraiment, la gestion locative, c'est une charge mentale importante. C'est devenu extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de réglementations. Et moi, la première recommandation que je fais, c'est déléguer. Prenez quelqu'un qui va gérer, un pro, qui va gérer votre bien. Vous allez perdre un peu en rentabilité, mais c'est pas vrai. Sur le long terme, vous allez gagner. On va perdre un peu en rentabilité, Louise? On va quand même perdre 10% de la rentabilité par mois au niveau d'un agent immobilier. Par contre, c'est vrai que si on ne se sent pas à l'aise avec la gestion humaine, si on ne se sent pas à l'aise avec la résolution de problèmes, si on panique quand il y a une petite panne qui arrive ou si on n'est jamais présent pas très loin de sa location, c'est sûr qu'il faut mieux déléguer. Maintenant, c'est tout à fait possible de le faire soi-même, mais attention, il faut bien choisir ses locataires. Et ça s'apprend. Et malheureusement, quand on démarre, on fait confiance un petit peu à tout le monde, on a l'impression que tout le monde est gentil, etc. Et en fait, c'est pas le cas. Et donc là, du coup, c'est vrai qu'un mauvais choix de locataire peut faire capoter tout le projet immobilier. Mais donnons des conseils, prendre des risques. Donnons des conseils alors sur comment bien choisir finalement son locataire. Ken, toi, c'est un peu ton quotidien aussi. Vous faites aussi de la location chez Winvest, non? Ouais. Pour répondre à l'autre question d'abord, gestion locative ou pas, en réalité, c'est très important d'être disponible pour ton locataire pour que ça se passe bien. Donc s'il t'appelle parce que l'eau est froide et qu'il faut régler la chaudière, tu dois le faire directement. Si tu n'es pas capable de le faire directement, tu mets une gestion locative pour garder une bonne relation avec ton locataire. Donc ça, c'est une chose. Et effectivement, ça coûte 10%, mais tu vas les récupérer de l'autre côté. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, le locataire, comment tu le choisis?
bah, tu fais un rendez-vous avec lui, tu discutes. C'est au feeling, quoi. C'est au feeling et clairement, tu essaies de regarder soit un étudiant où les parents sont à l'aise et ils suivent derrière, soit quelqu'un qui a un bon job et tout, et tu essaies de faire confiance. Mais la relation doit être bonne sans être trop amicale. Et donc, il faut garder une certaine distance, mais une certaine flexibilité et disponibilité quand il a besoin de toi. Sans être trop amical, pourquoi Evelyne t'as réagi? Parce que c'est comme quand tu es dans une relation employé-employeur, ça devient difficile si c'est trop amical. Après, quand il y a un conflit ou un petit litige qui naît, de le régler. Ça ne peut pas être ton meilleur pote, même si franchement, il y en a qui sont super sympas. Un locataire ne doit pas être ton meilleur pote quand tu es investisseur. Avec votre expérience, finalement, quels sont les pièges à éviter pour éviter de tomber sur un mauvais locataire? Il y en a plein qui sont très forts pour vendre du rêve au premier rendez-vous, se faire passer pour des gens incroyables. Oui. Vous avez certainement des red flags. Oui. Louise l'a dit, être trop gentil. Mais alors moi, le profil, oui, je travaille aux communautés européennes, tu sais, le profil qui pourrait rassurer les propriétaires, ça veut rien dire. Aujourd'hui, c'est pas une question de travail ni d'âge. Non, il faut vraiment discuter, comme le disait Ken, avec le locataire. Moi, j'ai un truc, je suis intransigeante. Tu sais combien parfois je peux être odieuse. Si le candidat locataire est 5 minutes en retard, il n'a aucune chance avec moi. Ah oui, ok. Ah oui, t'es en retard, t'es La déjà en retard. ponctualité. Ah maintenant, Pour t'es toi, en c'est un retard. critère. T'es en retard pour le premier rendez-vous qui me dit que tu vas être à l'heure pour payer tes loyers. Ah non, ouais, voilà, après ça Oui, colle mais à ma Bruxelles, personne. à Bruxelles, faut un peu de flexibilité. Ah, mais non. En Wallonie, je peux comprendre. À part tomber sur un tracteur une fois sur 10, globalement, la circulation, ça passe. Non, parce Oh que là si là. le mec est déjà pas capable, le nana, d'être à l'heure le jour où t'as 100 candidats pour l'appartement, ben ça n'augure de rien de bon. Dur, hein. Ken, 5 minutes de retard, tu vas en perdre dans les clients, toi, si tu réagis comme ça. Après, moi, je trouve qu'il y a une technique d'agent qui est redoutable, c'est faire remplir un dossier de candidature avant les visites. Moi, aujourd'hui, je fais remplir un dossier de candidature avec pas mal de questions et je ne Avant la rencontre que les gens qui ont rempli le dossier de candidature. S'ils sont déjà pas capables de, répondre à ma demande dès le départ, pourquoi est-ce que je ferais l'effort d'aller visiter avec eux? Et là, en fait, on trie, on filtre 80% des mauvais profils. Et alors après, au niveau des visites, j'enchaîne généralement les visites, toutes les 15-20 minutes. Et alors après, c'est au feeling. Donc, le feeling joue énormément parce qu'on peut avoir de très bons locataires, mais qui sont très chiants. Et ça, en général, on le sent un petit peu au niveau de la première rencontre. Et c'est vrai que de manière classique, en fait, on boucle la visite et puis si on est intéressé, on fait le dossier. Toi, finalement, tu demandes le dossier pour filtrer pas mal. J'aime beaucoup Louise. Oui. Evelyne, Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, si tu veux louer, si tu es le candidat locataire, tu as intérêt à faire un dossier. Je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, alors attention quand même à la loi sur la discrimination, on ne va pas l'aborder, mais et elle est différente à Bruxelles, en Wallonie, elle est stricte. Non, mais si tu. Alors, un petit il faut exemple. l'aborder. Allez, un petit exemple. Par exemple, si on veut demander demain un dossier, par exemple, qu'est-ce qu'on peut demander aujourd'hui aux futurs candidats? Est-ce que tu ne peux pas, à Bruxelles, parce que ça, personne ne le sait, tu ne peux pas demander le job que fait la personne? Est-ce que tu te rends compte? Donc, tu es propriétaire, tu veux louer un locataire, tu es interdit de demander le job qu'il fait, ce qui n'est pas le cas en Wallonie. Mais c'est écrit sur les fiches de paye, non? Oui, mais tu ne peux pas demander ce qu'ils font dans la vie. C'est une discrimination. Tu poses cette question-là, c'est bam. Ce qui est dingue, c'est qu'on peut demander les preuves de revenus, mais pas les fiches de salaire. Ok, donc un propriétaire qui demande les fiches de salaire. Oula, on en apprend des choses. Ken, toi, tu demandes des fiches de salaire, non, quand tu vois un candidat? On se regarde dans les yeux, on se serre la main, je dis tu payes. Hein. C'est une pratique aussi comme une autre. Moi, je veux qu'il paye. C'est vrai que tu fais un peu peur avec ton look un peu du transporteur. Là, c'est vrai qu'on serait un peu stressé. Alors moi, j'aime bien poser des questions comme ça à brûle pour point au locataire pour voir s'il est honnête. En fait, je dis, vous fumez? Alors, je m'en fiche qu'il fume ou pas. Je veux juste pas quelqu'un, s'il hésite, c'est qu'il est en train de réfléchir comment il va me mentir. S'il me dit oui, ok, pas de souci, mais je vous demande juste de fumer sur le balcon. Mais voir surtout en spontané comment il réagit. Mais ils disent toujours non, de toute façon. Ah non, Et après, ils fument tous. Ah non, moi, ils disent oui. Après, hein. Ils disent oui, mais... non, sérieusement, si t'es ouvert, moi, ils me disent oui, pas de souci, mais je veux le savoir. Et je remercie souvent le locataire pour son honnêteté, ce qui fait qu'il va devoir continuer dans cette ligne-là. C'est comme avec les animaux de compagnie, quoi. Vous avez un chat, non, mais t'as plein de poils de chat sur toi. C'est ça. À un moment donné, anticipe, quoi. D'autres choses qu'on peut demander ou pas demander. D'autres non. Finalement, tu peux pas demander grand-chose. En fait. Exactement. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Alors on demande quoi? on demande quoi? Le problème, c'est que c'est une réponse délicate parce qu'on va certainement poser des questions aux locataires qu'on n'a pas le droit de demander. Et donc, mais bon, à un moment donné, comme on est très peu protégé finalement en Belgique, on est obligé quand même de poser des questions pour se rassurer soi en tant que propriétaire. Donc effectivement, on pose des questions parfois un petit peu touchy. Et puis si le futur locataire répond, tant mieux. Si pas, il y aura quelqu'un d'autre qui répondra peut-être. Et
le choix du coup se portera sur cette personne-là. Ok, la durée du bail, on en parle ou pas? Ah oui, fondamental. Court, 1 an max. Un an max? Ouais, plus Pourquoi? Parce que si tu as un souci, au moins tu peux mettre un terme au bail sans passer par la justice, parce que si tu as un souci avec un locataire, de toute façon, ça te prendra 1 an, grosso modo, pour le mettre dehors. Donc tu fais 1 an à bail, toujours faire un bail de courte durée d'1 an maximum, avec tacite reconduction, comme ça si tu es content, tu continues. Moi j'explique au locataire, voilà, moi j'ai besoin de voir comment ça se passe avec vous, et vous avez peut-être aussi envie de voir quel propriétaire je suis. Ken, dans la pratique, 1 an? Je vais d'abord rassurer tout le monde. L'investissement immobilier, c'est bien. La location, c'est bien. Dans la majeure partie du temps, ça se passe bien. Là, je vois qu'Evelyne, elle est quand même inquiète par rapport à ça. Il faut le faire. Investir, mettre des locations, c'est rentable à fond. Après ça, il faut faire un petit peu attention dans le détail et tout, mais oui, ça marche. Mais en fait, je sais pas que je suis inquiète, je suis dépitée de voir que des propriétaires revendent leurs biens tellement ils ont des soucis avec la location. Okay. Parce qu'ils n'ont peut-être pas été bien conseillés au départ, parce qu'ils ne savent pas comment l'appréhender. Et quel gâchis d'avoir fait tous ces investissements de tout financier, psychologique et autres. C'est quand même pas rien d'acheter, tu le sais. Et pour revendre parce que tu as des soucis. Alors oui, c'est vrai, peut-être que dans la majorité des cas, ça se passe bien. Je n'oserais pas dire ça, moi, par contre. Mais quand ça se passe mal en immobilier, ça se passe mal pour 200, 300, 500 000 euros. Et la durée du bail pour toi, 1 an? C'est ce qui se fait maintenant, c'est un classique? Moi, je loue un appartement. J'ai fait un bail de 9 ans parce que... je vis avec ma compagne, on a un enfant, on est tranquille, tu vois, on a un bon profil. Et donc, le propriétaire a vu qu'on gagnait bien notre vie et qu'on voulait rester là parce que ma fille va à l'école dans la rue. J'ai signé un bail de 9 ans, il est tranquille pour 9 ans, le propriétaire aussi. Donc, ça dépend, c'est au cas par cas, tu vois. Que 1 an, de toute façon, un studio, si on achète des studios, parce qu'au départ de podcast, on parlait des studios, d'office, c'est 1 an. Les gens ne restent pas beaucoup plus qu'1 an dans des studios. Donc là, c'était sur une courte durée. Mais si tu as un appart, 2 chambres, 3 chambres où une famille vient... La loi aujourd'hui, c'est 1 an dans toutes les régions, minimum? Non, ou alors il y a des régions où c'est d'office minimum 3 ans. On ne peut pas faire 1 an. Ça peut être un jour. Ouais. Ça peut être un jour aussi, ok. Ouais. Tu peux faire moins. Par contre, parce que je pense qu'il faut que ce dont les locataires doivent se rendre compte, c'est que s'ils signent, alors ce que les locataires doivent je pars dans tous les sens. Ce dont les locataires doivent se rendre compte, s'ils signent un bail d'1 an, c'est qu'ils sont engagés pour 1 an, financièrement. Ils peuvent pas casser avant. T'en as parfois après 6 mois, ils veulent partir à l'étranger, le job change, ça c'est hors de question. Mais j'ai quand même envie de te dire, si tu prends un bail d'1 an et que tu fais une tacite reconduction, donc qu'il puisse se proroger, sois souple après. Si le locataire veut partir, sois souple, ne sois pas rigide. C'est aussi une façon de bien sortir, parce que là, on parle de la gestion, mais une fois que la relation se termine, il faut les laisser partir sans rentrer dans le juridique. Rapidement, sans trop s'emballer, la durée du bail, ok, très bien. Les garanties locatives. Je sais que là, il y a une différence entre les régions. Je pense qu'en Flandre, c'est 2 mois ou 3 mois, alors qu'à Bruxelles, c'est 2 mois. À Bruxelles, c'est 2 mois, c'est ça? Et en Flandre, c'est 3. En Wallonie, c'est 2 mois aussi. C'est 2 mois. Et ça aussi, un tips pour le choix des locataires, c'est qu'on reçoit toujours la caution avant de donner les clés. Ok. Ainsi que l'assurance locative. Exactement. Autrement, tu ne donnes pas les clés. Exactement. Et c'est une erreur fréquente des propriétaires. Mais dans le podcast sur les arnaques immobilières, tu as dit qu'il fallait faire attention à ça. Ouais. Parce que prendre l'argent... tu peux pas prendre l'argent. L'argent est bloqué sur un compte bancaire particulier. Okay. Donc, si tu n'as pas ce document de la banque, effectivement, et que tu n'as pas l'assurance locative, tu ne le donnes pas les clés. Ouais, donc important de rappeler à ceux qui nous écoutent et qui veulent investir pour louer, les garanties locatives, il y a des règles. Oui. Et c'est important aujourd'hui de bien les connaître aussi. Et moi, je suis effarée de voir parfois, en rachetant des appartements ou des immeubles de rapport d'autres personnes, de récupérer en fait des locataires en place où il n'y a pas de caution. C'est un truc de dingue. C'est un truc que je ne conçois pas aujourd'hui. Oui, parce que ça, c'est un truc que les banques aiment bien, qu'on achète un bien qui est déjà loué. Moi, perso, je préfère acheter un bien et choisir le locataire, parce que tu es parti parfois pour des années avec. Ah oui, et en plus de ça, il faut régler tous les problèmes que le propriétaire a laissé derrière lui, quoi. Donc c'est vrai que acheter vide, c'est une tranquillité d'esprit. Bon, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Ça a été très très vite, hein, Ken. Dur pour toi de prendre ta place aujourd'hui entre Evelyne et Louise. Voilà, les meilleurs amis se sont retrouvés, la blonde et la brune. On va juste faire comme on fait d'habitude, c'est un petit rituel en fin d'émission, on fait un dernier tour de table sur des choses à dire ou qu'on peut encore rajouter, qu'on n'a pas dites. Louise, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux mettre en évidence par rapport aux investissements justement locatifs qu'on n'aurait pas dit ou que tu voudrais nuancer, etc. Ouais. Ou si tu veux résumer, rappeler des points importants. Moi je trouve que déjà avant de faire un investissement locatif, il faut bien se renseigner en amont, il ne faut pas hésiter à se former parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des erreurs, qui achètent des immeubles de rapport en infraction, il y a des gens qui achètent des biens par exemple pour de la colocation en pensant pouvoir louer à 5 personnes et finalement en Wallonie c'est 4. Mais du coup la
rentabilité n'est pas du tout la même. Et donc vraiment, en amont, il faut vraiment bien se renseigner sur ce qu'on va acheter, ne pas hésiter à aller toquer chez les voisins pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau du bien, pour éviter en fait les gros problèmes ensuite. Donc vraiment, formez-vous. On a donné du détail qui est inquiétant aujourd'hui. Ouais. Et si je peux donner un conseil on a aussi parlé des bons et des mauvais investissements. Le mauvais investissement, c'est celui qu'on ne fait pas. Et donc, à un moment donné, il faut acheter. Parce qu'on a donné tellement de détails que les gens vont dire « Oh, mais là, ça va pas. Là, ça va pas. » Et en fait, au final, ils n'achètent jamais. Donc, à un moment donné, il faut les poser sur la table et il faut acheter parce que sinon, on ne fait jamais le pas. Ouais. Et donc, il faut y aller et pas trop non plus analyser les dossiers à 100%. Quoi. Ken, toi, avec ton historique de banquier, il faut quand même qu'on évoque 2 secondes, qu'on parle chiffres 2 secondes. Rapidement, c'est vrai qu'on l'a pas fait, on n'en a pas encore parlé, mais le calcul qu'il faut faire, imaginons, voilà, on est occupé à rêver d'un investissement, on prend un petit papier, on note quoi sur ce papier? Quels sont les chiffres qu'il faut mettre? Moi, comment je calcule, c'est qu'est-ce que je vais payer? Imagine, je fais un investissement et ça me coûte, je vais prendre des chiffres ronds, c'est pas la réalité. Ne vous emballez pas. Je paye 12 000 euros, tu vois, de mon compte vers le compte du notaire et je dégage 100 euros de cash flow par mois. Ça veut dire que je fais 1 200 euros par an. J'ai payé 12 000, je gagne 1 200, je fais 10% de rendement. C'est comme ça que je calcule. Combien j'ai payé, combien on paye sur mon compte. Ça, c'est le rendement réel. Je ne prends pas en compte la plus-value de l'immobilier, c'est le rendement net. Ok. Oui. Enfin, 10% de rentabilité, ça n'existe pas. On va... Pour Ken, ça existe. Ah, clairement, ça existe si on fait du crédit bullet ou des choses comme ça. Ouais. Moi, je parle du cash flow que je dégage. Ok. Combien j'ai payé, combien je reçois sur mon compte. Après, il y a d'autres podcasts où on explique comment faire des montages crédit ou tout pour dégager de l'argent. Mais c'est mon calcul. Combien j'ai payé, combien je reçois. Ça, c'est ma rentabilité. Le reste, ça vaut. Moi, je vais un petit peu plus loin que ça, c'est-à-dire que je vais regarder ce que va me coûter le crédit à la banque, je vais voir un petit peu au niveau du loyer ce que je vais pouvoir dégager, et puis je vais déduire tout ce qui est assurance solde restant dû, et tous les frais que je pourrais avoir. J'essaye de faire un ratio sur les frais mensuels que peuvent me coûter le logement, et puis après, là, j'ai vraiment le net en cash flow par mois. Ça, Ouais. c'est- Et si on devait mettre un montant moyen, on va dire, pour anticiper les problèmes, une chaudière qui pète, etc., combien vous conseillez de mettre de côté 20% de cash flow positif. Donc, le cash flow, c'est la différence entre ce que ça te coûte et ce que ça te rapporte. Si tu mets tout dans la balance, l'idéal, c'est d'avoir un cash flow 20% positif, mais c'est chaud pour y arriver. En tout cas, c'est certainement une recommandation d'essayer, grâce à des crédits bullets, d'être en positif parce que tu auras des frais, un électroménager qui pète, une chaudière qui te lâche, et c'est vite quelques milliers d'euros qui s'en vont. Ouais. Moi, je trouve qu'il faut toujours au moins avoir le prix d'une chaudière sur son compte pour pouvoir faire face aux différents problèmes. Ken? En réalité, j'achète toujours dans des grosses copros, donc les travaux, moi, je ne dois jamais les faire. À part la petite kitchenette et la salle de douche que je refais avant de mettre en location, je n'aurai pas de travaux surprises à prévoir. Je laisse ça dans les charges que je paye dans la copropriété. C'est étonnant ce que tu dis, acheter dans des grosses copros. On entend, il y a cette légende de dire non, il faut surtout pas acheter dans les grandes copros. Moi, je le fais parce que je n'ai pas de gestion à faire. En réalité, et là aussi, je voulais revenir sur le fait, est-ce qu'on met en gestion locative ou pas? Il faut voir combien de temps ça me prend de faire de la gestion locative. Au taux horaire, combien moi je gagne quand je suis indépendant ou employé, combien on me paye de l'heure. Si je peux déléguer et de l'autre côté travailler et mieux gagner ma vie, je délègue. En fait, c'est un calcul. Est-ce que je gagne plus à le faire moi-même ou est-ce que je gagne plus à déléguer et à travailler de l'autre côté dans mon business? Ouais, c'est bien d'avoir refait une petite parenthèse par rapport justement à la gestion locative et d'avoir évoqué ce point-là. 2 secondes rapidement comme sur la copro, parce que là, vous m'avez interpellé. Parce que c'est vraiment ce que moi j'entends. Ne jamais acheter là-dedans, c'est des vieux immeubles, il y a des gros travaux à faire, c'est compliqué, les charges sont hyper élevées. Donc, niveau ça, rendement, tu gagnes pas ta vie. Mais l'immobilier est contre-intuitif. Si tu écoutes tes copains, ta famille, tes collègues, tu feras jamais les bons investissements. Écoute-nous. Pourquoi? Parce que si tu achètes déjà dans un petit immeuble à 3-4 appartements, tu vas surpayer le bien. Donc déjà, tu perds en rentabilité énorme. Moi, je suis d'accord avec Ken. Oui, un petit bien dans un gros immeuble, les charges seront moindres. C'est un calcul très facile. On va prendre 200 euros de charge, tout compris pour un studio, ce qui est déjà élevé pour un studio où tu payes ton chauffage, électricité commun. Pardon, pas électricité, chauffage commun. Tu fais 200 euros x 12 mois, tu es à 2400 euros. Tu fais ça x 20, tu es à 48 000. Mais dans une maison, quand tu fais tes travaux, toiture, chaudière, châssis, tu as dépassé ce montant-là. Sauf que c'est lissé sur le temps.
Donc c'est beaucoup plus facile de les sortir tous les mois. Tu t'occupes de rien et il y a le syndic qui s'occupe des travaux pour toi que de le faire soi-même. En Oui. tout cas, Mais c'est la banque qui finance tout ça. Donc c'est payé en C'est une le fois et puis locataire après. qui le finance parce que tu lui fais payer les charges de toute façon. En tout cas, au début, commencer par un studio dans une grosse copropriété et après, à terme, arriver à ce que Louise disait, des maisons indépendantes où tu es maître et tu gères ton patrimoine. Mais là, on parle déjà d'un patrimoine. Eh ben merci. Cette fin d'émission était riche en enseignements. Merci Louise pour cette première. Ça va, ça s'est bien passé? Ça va, c'est On un t'a petit peu bien accueilli, stressant. tu mais, reviendras? Oui, ça va, je reviendrai. Merci avec Louise, grand ça fait plaisir. Très beau t-shirt. Merci. Visiblement, on aime les oiseaux du côté de chez Louise. Merci. Ken, on te retrouve évidemment. Tu Merci es à toi. notre seul et unique millionnaire ici. J'espère qu'il y en aura d'autres bientôt. Tu es millionnaire pas financièrement, ou peut-être que tu l'es, mais ça on s'en fout véritablement. C'est parce que tu as fait 1 million de vues sur une vidéo du rendez-vous des proprios sur nos réseaux sociaux, puisqu'on vous invite aussi à aller voir ce qu'on fait sur Instagram, puisqu'on vous partage les meilleurs moments de ce format long, mais pas que, on partage plein d'autres choses. Donc allez nous rejoindre maintenant sur Instagram, allez mettre un petit follow, ça fait plaisir, ça nous motive. Et puis ça les motive aussi. Et donc ils continueront à venir gratuitement. Et ça nous fait du bien. Bon, Evelyne, je te remercie encore d'être passée dans cette émission. Avec On plaisir. te suit aussi sur les réseaux. Merci pour tout ce que tu fais pour l'immobilier. Oh, La je Belgique te remercie. Et puis vous qui nous écoutez, on vous remercie évidemment, qui nous regardez sur YouTube. On vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode. Et comme je l'ai dit, on vous invite à commenter, à poser des questions, à vous abonner. Et on remercie nos partenaires sans qui on ne pourrait pas faire tout ça. On remercie Eloya et PNV. À très bientôt pour un nouvel épisode.